Merci beaucoup à toute l'équipe de l'IEA qui nous accueille maintenant régulièrement pour ces rencontres L'Esprit du Temps et qui nous accueille en particulier ce soir donc autour du professeur Marc Lilla pour parler de cet ouvrage qui paraît ces jours-ci, qui est paru ou qui va paraître vraiment dans les jours qui viennent demain, voilà, qui paraît demain. La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, c'est publié chez Stock. Le titre en anglais était The Once and Future Liberal et on va donc maintenant pouvoir le lire également en français. Alors pour vous présenter très rapidement, Marc Lilla, vous êtes professeur à Columbia University où vous enseignez les humanités. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages qui ne sont pas tous parus en français, mais je mentionne quand même Le Dieu mort-né, The Stillborn God, où vous vous interrogez entre autres sur les relations entre religion et politique aux États-Unis. On y reviendra peut-être. Puis un ouvrage The Shipwrecked Mind, où vous vous arrêtez sur la pensée réactionnaire aujourd'hui, en fait, en revenant sur des figures de pensée, de penseurs réactionnaires, pour les mettre aussi en perspective de certaines questions politiques qui se posent actuellement. Et donc, plus récemment, The Once and Future Liberal, la gauche identitaire, l'Amérique en miettes. Vous avez aussi signé un grand nombre d'articles, et je le signale parce que ça fait toujours plaisir à une rédactrice en chef de revue. Donc vous avez beaucoup écrit, notamment dans la New York Review of Books. Et nous avons aussi eu le plaisir de vous publier dans Esprit. En l'occurrence, c'était des traductions de la New York Review of Books. Et je pense en particulier à 2 articles qui, je pense, ne sont pas sans lien avec ce dont on va parler ce soir. Donc un premier article qui datait de 1998, où vous expliquez que la révolution culturelle des années 60 est à comprendre avec la révolution des années Reagan, non pas séparément, mais qu'il faut les prendre ensemble, la révolution culturelle et la révolution néolibérale, pour dire en raccourci. Et puis un deuxième article paru chez nous, donc à la revue Esprit, en 2008, L'âge de la tyrannie, où vous réfléchissez en fait au passage qui s'est fait d'un moment où la menace était la menace totalitaire, et ça n'est plus le cas aujourd'hui. La menace totalitaire n'existe plus comme elle a pu exister dans les années 70, mais en revanche, on voit revenir la tyrannie sous plusieurs formes. Et je crois aussi que c'est à mettre en regard de la montée des populismes et de certaines menaces contre lesquelles vous souhaitez réarmer la gauche aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi un des propos que vous tenez dans cet ouvrage. Alors, un grand merci d'être avec nous ce soir. Ce que je vous propose, c'est je vais vous poser des questions pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis ensuite, nous ouvrirons à des questions de la salle qui seront, j'en suis sûre, nombreuses. Alors, votre ouvrage, La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, est né d'une réaction à l'élection de Donald Trump. C'est ce que vous expliquez dans l'introduction. Et c'est vrai que la politique américaine semble atteindre aujourd'hui une sorte de paroxysme de la politique spectacle. Là, on est suspendu au nouveau feuilleton autour de la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Sera-t-il, ne sera-t-il pas nommé? Donc c'est vrai que tout ça prend une tournure un peu délirante, vue d'ici. Et pourtant, vous dites, malgré ce spectacle permanent, il ne faut pas s'arrêter à Trump, parce que ce qui se joue vraiment aux États-Unis en ce moment, ça vient de plus loin, c'est plus grave, c'est plus profond. Et pour vous, il faut comprendre l'élection de Trump en 2016 comme le résultat des politiques conduites et par la droite réganienne, on va dire, pour aller plus vite, et par la gauche clintonienne. Donc, et la droite et la gauche auraient contribué à fragmenter la société américaine. C'est pour ça que vous parlez de miettes, l'Amérique en miettes, à la diviser. Et à la revue Esprit, nous avions fait un petit numéro avant les élections américaines qui s'intitulait « Les États désunis d'Amérique ». Donc cette désunion, pour vous, elle est à attribuer et à la gauche et à la droite. Et c'est ça qui a permis à Donald Trump de l'emporter. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, vous faites un résumé extraordinaire de mes œuvres. J'ai envie de prendre les notes pour enregistrer tout ça. Mais avant de répondre, je veux juste remercier
et l'Esprit et l'Institut pour cette invitation, et aussi pour faire un petit pub pour l'Institut. C'est un endroit extraordinaire pour réfléchir, pour écrire, pour discuter. Et je veux remercier aussi personnellement Gati Mildal, la première directrice de l'Institut dans ce lieu pour cette année. Oui, je parle dans le mot, dans la traduction de mon livre, est démission. Il y a eu une démission et à droite et à gauche de la politique, ou même le politique, je veux dire, aux États-Unis à cause de ces deux révolutions libertaires à gauche qui concernaient les identités, mais autre chose aussi, et à droite avec l'idéologie néolibérale. Dans le livre, en fait, je parle de tous les deux phénomènes, mais personne ne parle du chapitre sur les néolibéraux, et c'est un chapitre qui s'appelle Antipolitique, et le chapitre sur la gauche s'appelle Pseudopolitique. Et c'est quoi le pseudopolitique? Bon, pour comprendre ce que c'est le pseudopolitique, il faut remonter aux années 80. Avec l'élection de Ronald Reagan, une époque très importante dans l'histoire américaine, je l'appelle l'époque Roosevelt, qui a duré des années 30 jusqu'aux années 80. Le principe central pour la gauche, et même par réflexion, même à droite, était la solidarité. Pendant ces 50 années-là, même la droite a dû répondre aux revendications pour solidarité aux États-Unis. Par exemple, le premier président qui a essayé de bâtir un système d'assurance médicale était Richard Nixon. Ce n'était pas un démocrate. Donc, dans chaque époque, il y a une idée qui gouverne. Avec l'élection de Ronald Reagan, on s'est passé du principe de solidarité au principe de libertarisme. Je veux pas dire liberté, mais un libertarisme économique. Donc, même Clinton a dû gouverner comme un président un peu néolibéral, parce que c'était ça l'ère du temps. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé à gauche pendant les années Reagan? Au lieu de proposer une vision, une nouvelle vision de solidarité pour le présent, pour combattre contre le reaganisme, il y a eu un repli sur soi à gauche. Après les déceptions de la politique radicale à gauche, ça a commencé pendant les années 70, la gauche a laissé en quelque sorte la politique ordinaire, les élections, les institutions, pour focaliser ses énergies dans les mouvements sociaux. Et ces mouvements sociaux étaient très importants pour défendre et acquérir les droits pour les homosexuels, les femmes,
les Noirs et autres minorités. Mais à cause de cette... mais parce que cette énergie a été focalisée dans les mouvements, la gauche a perdu l'habitude de faire la politique institutionnelle et ordinaire. Elle a perdu contact avec sa base traditionnelle dans la classe ouvrière blanche. Donc, avec cette démission de la politique ordinaire, la politique institutionnelle, il y a eu, ça a donné à la droite champ libre pour faire ce qu'elle voulait. Et maintenant, pour mesurer l'importance de la droite aux États-Unis, il ne faut pas regarder les élections présidentielles, mais plutôt les élections dans les États. Nous avons un système fédéral. Et les républicains, très à droite, très radicaux, contrôlent 2/3 des gouverneurs aux États-Unis, gouverneurs des États, sont républicains radicaux, et 2/3 des législateurs aussi sont à droite. Et en fait, la droite radicale contrôle à peu près 26-27 de nos États complètement. C'est ça la base de la droite. Mais notre gauche, le Parti démocrate, a renoncé de faire la bataille dans les États où les gens n'étaient pas les gens qui sont servis par les mouvements sociaux. Ils ne voulaient pas parler avec les gens qui avaient besoin peut-être de l'aide sociale, mais qui étaient racistes ou considérés racistes avec nos normes contemporaines. Et donc la gauche s'est focalisée sur les mouvements, la droite est en contrôle. Donc l'élection, pour revenir à la question, l'élection de Donald Trump est l'issue de toute cette histoire. Oui, c'est vrai que Hillary Clinton a gagné l'élection, si on regarde les votes, mais le Parti démocrate est le parti hyper minoritaire aux États-Unis dans l'esprit américain. C'est ça le problème. Oui, et un problème aussi de répartition géographique qui fait que tous les démocrates sont dans les villes côtières, mais pas dans le cœur du pays. Et donc vous décrivez comment le cœur des États-Unis s'est droitisé en continu, comme ce que vous nous dites là. Et peut-être que... Alors on a toujours ces questions de vocabulaire qui sont difficiles, droite, gauche, libéral, progressiste, conservateur, quand on parle entre Français et Américains. Par droite, là, donc il faut vraiment entendre des gens qui sont complètement pour la dérégulation économique et qui finalement prônent une forme d'individualisme économique extrême. De telle sorte que quelqu'un comme Hillary Clinton, elle représente l'alliance presque entre l'individualisme économique et l'individualisme que vous appelez identitaire. Oui, c'est ça. Mais en fait, la droite maintenant, les gens qui votent à droite sont beaucoup plus concernés par les questions sociales. Les questions sociales chez nous, c'est par... les salaires et tout comme ça, c'est plutôt l'avortement, les relations hommes-femmes, et ainsi de suite. Et moi, je crois que les gens qui votent à droite ont besoin et pourraient répondre à une vision plus juste au plan économique. Mais il n'y a personne là à droite pour former cette vision. Mais c'est vrai, Hillary Clinton était le candidat néolibéral. Elle était la candidate pour la liquidité, pour les gens qui sont confortables avec la liquidité
économique et culturel. Mais il y a une grande partie de la nation qui veut la solidité dans la communauté, dans le système économique, et aussi solidité dans le domaine culturel. Et c'est cette population qui n'est pas servie ni par la droite ni par la gauche aujourd'hui. Qui pense par exemple à la famille, à la religion, aux institutions d'une façon générale. D'accord. Alors, ça, c'est comme ça qu'on en est arrivé là, en quelque sorte. Maintenant qu'on en est là, je crois qu'une partie de votre livre et qui se lit extrêmement bien et de façon très convaincante, et toute une partie où effectivement vous faites une critique assez mordante de certains des travers de la gauche américaine aujourd'hui. Donc sur cet arrière-plan où il faut savoir qu'il y a eu les années Reagan et que cet individualisme économique a défait toutes sortes de liens sociaux qui vous semblent très importants. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, la gauche américaine, repliée notamment dans les campus universitaires, vous paraît complètement névrosée. Complètement névrosée, complètement déconnectée. Alors vous parlez d'une hystérie morale sur les questions de race et de genre. Et vous dites aussi que cette volonté de réformer les consciences ou de changer la façon dont les gens voient les questions de race et de genre est presque de nature, alors elle est de nature morale, mais presque de nature religieuse par moments, que c'est presque avec une ferveur religieuse que cette gauche traite des questions de race et de genre. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette gauche des campus ? Ah oui. Oui, en fait, après le résultat de ce repli sur soi de la gauche était que la gauche américaine a pris Hollywood, les universités et en général les médias. Et la droite a pris Washington. Donc, la révolution culturelle à gauche a réussi et la révolution politique à droite a aussi réussi. Le problème est qu'avec le pouvoir politique, la droite peut gommer, pour ainsi dire, gommer tous les acquis sociaux que la gauche a gagné. Donc c'est toujours le pouvoir institutionnel qui peut contrôler ce qui se passe au niveau même social. Mais dans les campus, cette révolution culturelle était au début une bonne chose pour notre société. Nos enfants sont beaucoup plus tolérants, plus ouverts, plus curieux envers les autres. Les autres, je veux dire, les minorités, ils n'ont pas de curiosité sur les gens de Mississippi ou de Iowa. Donc, notre société beaucoup plus, donne plus de dignité aux minorités et aux femmes aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Mais dans l'université, ça a devenu, pour les profs de gauche, le but principal de l'université, de changer notre culture. Et donc, les cours tournent autour des gens marginalisés et les gens qui sont invités à parler dans les universités aussi font partie de cette révolution culturelle et les gens plus à droite ou même les libéraux du centre comme moi ne sont pas les bienvenus dans certains endroits. Et donc, il a pris une sorte d'hystérie bien américaine, très américaine. Vous savez, notre histoire est ponctuée par les moments de ferveur évangélique.
pendant le XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et ces moments-là étaient religieux, les moments évangéliques dans le sens religieux. Mais maintenant, c'est un moment évangélique dans le sens politique. Il ne faut pas seulement changer les lois, même les mœurs, il faut contrôler qui parle de quel sujet, quels mots sont utilisés et comment on déborde les sujets. Donc, c'est plus difficile de parler ouvertement dans les universités sur certains sujets. Il y a, avec notre société est devenue plus tolérante d'un côté, mais de l'autre côté, au niveau de intellectuel, beaucoup plus intolérant. C'est la difficulté en fait de parler aux gens de l'autre bord, donc plus tolérant, plus ouvert aux minorités, mais plus intolérant à des opinions adverses et plus incapable de parler de sujets qui fâchent. On sait, on en a déjà parlé ici dans un débat, que tout ça doit beaucoup aussi aux réseaux sociaux qui font que les gens s'enferment dans leur propre bulle et qu'ils n'ont plus tellement d'occasion de parler. Et en fait, on peut faire la même chose que les réseaux sociaux à l'université. On peut faire ses études dans le féminisme, dans l'histoire de votre groupe ethnique ou racial. Et on peut passer 4 ans à l'université sans vraiment faire face aux arguments opposés, ou les gens différents que vous. Et on peut rester dans les clubs et les cours avec les profs qui sont les promoteurs d'une certaine politique. On pense à l'université comme l'endroit où nos horizons, il y a une expansion de nos horizons, mais c'est tout le contraire maintenant pour beaucoup d'étudiants, beaucoup d'universités. Surtout les universités d'élite. Dans les autres universités, ils n'ont pas assez d'argent, il y a d'autres problèmes. Mais dans les universités les plus importantes, c'est un vrai problème. Et pour revenir un instant à Donald Trump et son électorat, parce que finalement, les arguments que vous utilisez là, on les a entendus aussi dans la bouche de soutien de Donald Trump. Alors, c'est quelque chose qui a été dit, vous avez été assez attaqué après la parution de votre livre aux États-Unis en disant, mais alors, vous parlez exactement comme les populistes qui sont anti-élites, anti-intellectuels et qui désignent des élites coupées du monde. Mais vous dites oui, parce que c'est vrai. Ces élites sont un peu coupées du monde. Oui, et donc si on veut, pour moi la difficulté, c'est que je veux sauver, moi le Messie, je veux sauver la gauche d'elle-même. Je veux que la gauche réussisse. C'est ça que je veux, au niveau politique. Mais ce message sur l'importance de prendre le pouvoir n'a pas été reçu à gauche. Oui, vous parlez dans le livre de l'importance de convaincre, de l'importance de persuader. Il faut utiliser des arguments qui sont susceptibles de persuader, et de persuader pas juste les gens de sa propre communauté, mais de persuader tout le monde. Il faut avoir une vision pour l'avenir du pays, une vision du bien commun. Alors, revenons peut-être un instant sur ce que vous avez décrit de cette politique qui se fait en dehors des institutions, en dehors des élections, en dehors des partis. C'est une politique des mouvements. Alors, jusqu'ici, on a beaucoup parlé du champ politique américain, mais je crois que sur ce point, votre livre se lit très bien aussi vu d'Europe, puisqu'on assiste à la même chose.
une volonté de faire de la politique en dehors du cadre qu'on a connu jusqu'ici, en occupant des places, je pense à Nuit debout, ou en utilisant beaucoup les moyens informatiques, les grandes plateformes numériques. Là, je pense plutôt au mouvement 5 étoiles en Italie. Donc c'est vrai qu'on voit partout des mouvements qu'on pourrait décrire comme étant anti-système, qui pensent maintenant que les institutions ont failli, les grands partis ne représentent plus l'électorat comme ils le devraient, et que donc il faut faire de la politique autrement. Ça vous paraît une logique contre-productive jusqu'à un certain point, mais je me demandais, moi, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut encore revenir en arrière, tant cette tendance à faire de la politique en dehors des partis, en dehors des élections, a l'air maintenant de se répandre un peu partout? Oui, oui. Non, les mouvements sociaux, on le place dans nos systèmes démocrates, dans nos démocraties. Et il y a aussi les moments dans l'histoire où les mouvements sont beaucoup plus importants que les partis. Et on a eu cette expérience pendant les années 60 et 70 où il fallait se mobiliser dans les mouvements pour protester contre la guerre à Vietnam, pour revendiquer les droits pour les Noirs, les femmes, les homosexuels. C'était un moment. Mais après ce moment, il a fallu que la gauche retourne dans les institutions pour protéger les acquis de ce moment-là. Elle ne l'a pas fait. En Europe, il y a un autre facteur, c'est un problème, c'est qu'il y a une conception qui existe toujours à gauche en Europe, qui est du pouvoir, qui est pré-démocratique. C'est une image. Et l'image, c'est le château. Le château avec le pouvoir. Le palais, vous voulez dire. Le palais. Oui, non, de l'Élysée. Non, j'ai dit château dans le sens de Kafka. Oui. Donc, il y a le château et il y a le peuple. Et la politique, c'est de faire des revendications, les menaces envers le pouvoir en espérant d'avoir un changement ou des compromis. Oui. Et après, on retourne avec le peuple pour faire la même chose demain. Mais le but dans nos systèmes démocratiques constitutionnels est d'être le pouvoir. C'est de diriger le pays. C'est de prendre les responsabilités. Mais les gens qui sont des mouvementomanes, je dirais, les mouvementomanes, ne veulent pas quitter les mouvements. Pourquoi? Parce qu'il faut faire les compromis, il faut parler d'autres choses, et surtout, il ne faut pas admettre le fait qu'on a fait le progrès. Parce que si nous avons fait de progrès, peut-être il faut faire autre chose maintenant. Donc, il faut toujours dire que les choses vont de pire en pire pour rester un militant dans un mouvement. Et la gauche en Europe et en partie aux États-Unis adore les défaites nobles. Et moi, je suis pour la victoire et pour la chance de gouverner et vraiment changer les sociétés. Alors, si on pense à des mouvements comme MeToo, par exemple, c'est peut-être le premier qui vient à l'esprit en ce moment, le mouvement donc, contre les violences sexuelles et pour l'égalité des femmes quand même. Est-ce que c'est un reproche, par exemple, que vous adresseriez à ce mouvement-là ? Le moment est arrivé. C'était obligé. Oui. Je ne vais pas m'exprimer beaucoup sur MeToo, surtout en français. C'est assez difficile en anglais. Mais au titre personnel, je peux dire que c'était un mouvement très important
pour moi, pour ma femme et pour ma fille. Moi, je suis un mec comme les autres. Je parle avec mes amis à propos de nos aventures sexuelles et tout ça. J'ai jamais entendu des histoires comme les histoires qui sont sorties de Weinstein et les autres. Et après les révélations, des amis, des femmes des amis, ont raconté leurs histoires. C'est une réalité. Donc, c'est un moment ça doit être un moment pour les hommes de reconnaître qu'il y a eu cette histoire secrète. Et il faut, et maintenant que les femmes jouent un rôle beaucoup plus important dans nos institutions, il faut changer les mœurs et essayer de travailler ensemble, par exemple, sans la pression et sans les malentendus. Bon. Mais en même temps, nous sommes dans un moment d'hystérie aux États-Unis à propos de Trump et la gauche identitaire et tout ça. Donc, c'est très difficile de s'exprimer dans une manière subtile sur ce sujet. Par exemple, la question de Kavanaugh. Ce n'est plus une question de sa nomination. Moi, j'étais contre pour les raisons politiques. Le juge qui a été nommé à la Cour suprême, Voilà. Je pense que tout le monde sait, mais quand même. Maintenant, c'est un procès spectacle. Et ce n'est pas lui qui est sur le banc des accusés, c'est l'histoire. C'est un procès contre notre histoire. Une histoire qui remonte pas seulement des années, mais qui remonte presque au début de notre espèce, peut-être. Oui. Et on ne peut pas faire la justice, on ne peut pas voir clair dans un tel contexte. Donc, il faut se retirer et lire les romans, faire autre chose et surtout pas allumer la télé. Merci. Alors, je voudrais quand même vous poser une question, parce que là, vous nous dites en quelque sorte, donc la politique, ça n'est pas un tribunal, la politique, ça n'est pas un procès, la politique, c'est autre chose. Et effectivement, il y a beaucoup de passages dans votre livre où vous en appelez, comme on le disait tout à l'heure, au besoin de formuler une vision pour le pays, une vision pour l'avenir du pays, d'avoir de nouveau une espérance pour l'avenir, peut-être, de construire des sociétés meilleures. Et en même temps que vous parlez d'avenir, c'est vrai que les références qui sont dans votre livre sont des références du passé. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'ère Roosevelt et du New Deal, qui paraît effectivement aujourd'hui comme une inspiration. Beaucoup de gens auraient souhaité que Barack Obama soit un nouveau Franklin Roosevelt, mais finalement, il a été autre chose. Vous parlez beaucoup du mouvement des droits civiques aussi. Et qui me semble être une source d'inspiration importante, parce que vous voyez dans ce mouvement des gens qui défendaient les droits des minorités, mais d'une façon réaliste et d'une façon qui englobait la nation dans son ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre réflexion quand même une grande part de nostalgie d'une Amérique qui a disparu et l'Amérique des petites villes, l'Amérique des familles, l'Amérique des traditions est-ce que vous n'êtes pas très conservateur finalement? Est-ce que vous croyez encore à un progrès, que les choses pourraient être mieux demain qu'elles n'étaient hier? Donc, il y a deux questions là. Mais à la première question... non, je ne suis pas, je crois, nostalgique dans le sens que je ne veux pas revenir en arrière, qui n'est jamais possible. En fait, j'ai écrit un livre sur la réaction politique qui va sortir ici en France en mai, il faut l'acheter. Et non, je pense à l'avenir, mais on peut toujours apprendre du passé et voir que, par exemple, qu'on peut avoir
une gauche républicaine. Le mot républicain n'existe pas aux États-Unis pour les raisons évidentes. Mais le républicanisme de gauche. Mais il faut accepter, pas seulement accepter, mais même célébrer que nous sommes dans un autre monde. Donc il faut adapter les idées et mettre l'accent sur les problèmes actuels et aussi répondre aux passions des groupes les groupes des minorités, les femmes, etc. Donc, nous avons besoin d'un républicanisme de gauche 2.0. Et au début, je veux convaincre les gens de gauche que pour défendre les acquis, il faut avoir le pouvoir. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant aux États-Unis? Je parle surtout au niveau des États. Il y a 2 mois, l'État d'Iowa, la législature a voté pour baisser la période pendant laquelle on peut s'avorter à 6 semaines. Ça veut dire avant que les femmes, normalement, savent qu'elles sont enceintes. Pour protéger l'avortement en Iowa, il faut gagner les élections en Iowa. C'est un État qui est 85% blanc et très religieux. Dans le sud des États-Unis, dans les États du Sud, le Parti républicain a fait les efforts pour que les Noirs ne peuvent voter dans les élections d'une manière assez subtile et pas toujours subtile. Ils contrôlent par exemple les horaires pendant lesquels on peut voter. Il y a le gerrymandering, on refait les circonscriptions dans les États pour diminuer le vote des Noirs. On ne peut pas changer ça au niveau fédéral. C'est une question des États. Donc, il faut gagner les élections à Mississippi, où les gens sont hyper religieux et un peu racistes aussi. C'est ça la politique démocratique. C'est toujours difficile. Vous avez parlé de républicanisme. Alors, je vais user encore de mon privilège pour vous poser une dernière question. Vous connaissez très bien la France et j'ai oublié dans mon introduction de vous remercier de vous exprimer en français ce soir et dans cet excellent français. Vous connaissez la France donc pour y avoir vécu, pour avoir étudié son histoire, pour avoir étudié sa culture. Alors, quand vous en appelez à une version plus républicaine de la politique, c'est vrai que pour des Français, on accepte cette idée assez spontanément, parce que c'est vrai que spontanément, on serait plutôt républicain. Et vous demandez aussi à ce qu'on conçoive les liens de citoyenneté comme des liens premiers, c'est-à-dire avant de savoir à quel groupe ethnique ou à quel genre on appartient, on est avant tout des citoyens, donc des citoyens des États-Unis ou des citoyens français. Donc finalement, en proposant ça, il me semble que vous proposez d'avoir recours à une autre identité, une autre dimension de l'identité, qui serait l'identité nationale. Alors en France, on a eu beaucoup de débats que vous connaissez, puisque vous connaissez bien la France, depuis au moins une quinzaine d'années sur cette question de l'identité nationale, qui arrive effectivement au premier, mais qui, à force, et peut-être surtout aujourd'hui avec tous les débats sur les questions de migration, me semble, moi, être une identité un peu d'exclusion. L'identité nationale, c'est quand même un peu nous contre eux. C'est quand même une façon de désigner les gens qui, en France, encore une fois, n'appartiennent pas, ne peuvent pas être citoyens avec nous. Donc, est-ce que ce que vous voyez de la France ne fonctionne pas pour vous un peu comme un vaccin quand vous appelez les Américains à plus d'identité nationale? Non, je parle plutôt de l'identité civique.
C'est pour ça que je parle de citoyenneté et pas de la nation. Je crois qu'il faut faire une distinction entre identité, le nom, et le verbe s'identifier. Donc, par exemple, quand je suis en France, je suis une fanat du PSG dans le foot. Mais cette identification, je m'identifie avec PSG, ça ne fait pas partie de mon identité personnelle. C'est juste les crânes rasés. Pour les crânes rasés, les fans, ça fait partie de leur identité. On parle maintenant de l'identité comme un moi intérieur, le moi du moi. C'est une petite chose qui est assez fragile, qu'il faut protéger, surtout pas offenser. Oui? Mais on peut s'identifier avec... On peut s'identifier avec les concitoyens en tant que citoyens, sans partager une identité personnelle. Quand je vois le drapeau américain, je le sens dans mon cœur. Mais ce n'est pas parce que c'est ma nation, c'est le système américain, je m'identifie avec le drapeau. Et ce que je vois en France, je crois, comme spectateur, il y a toujours un glissement entre identité civique en tant que citoyen et identité nationale. Et moi, je m'identifie avec sa tradition civique. Et c'est aussi plus réaliste parce que dans nos sociétés sont plus diverses, multiculturelles et plus individualistes surtout. Nous avons besoin des liens sociaux pour faire les choses ensemble et surtout pour défendre le bien commun. Donc, je parle de la citoyenneté, pas comme un nostalgique, mais d'un réaliste. Aux États-Unis, c'est presque la seule chose que partagent tous les Américains. Ça et les permis de conduire. C'est presque tout. Mais c'est un lien très important et on peut distinguer les deux, les identités ethniques et raciales de cette identité ou identification civique. Sans devoir créer une société des gens qui se ressemblent. Donc, pour nos sociétés postmodernes, la citoyenneté doit être plus importante, pas moins. Merci beaucoup donc de ce petit panorama, petit parcours à travers les idées de votre livre. Je ne voudrais pas user davantage de mon privilège. Je suis sûre que nous avons des questions dans la salle et donc c'est le moment de les poser. Merci pour la bonne conversation. J'ai eu du mal à reconnaître dans votre discours, professeur, ce que c'est que la gauche américaine. La gauche n'existe pas aux États-Unis comme il est en France. Je me demandais, est-ce qu'il parle de la Democratic Party? Et je ne reconnais pas dans votre discours ça non plus. Est-ce qu'il veut dire libéralisme, qui remonte aux années 60, quand le libéralisme a commandé
les universités, les institutions culturelles, il n'y a pas un repli sur soi, à mon avis. Ce qu'il y a eu depuis 20 ans, l'emprise par l'argent du système politique aux États-Unis, et ça affecte les démocrates et les républicains. Les États-Unis n'est pas en miettes. C'est formé en deux camps opposés, Trump et anti-Trump. Et il y a beaucoup d'efforts au niveau intellectuel et politique, au niveau local, pour reprendre contrôle des choses. Mais avec cette emprise par l'argent, c'est très difficile, comme vous savez. Okay, merci. C'est presque impossible d'utiliser un vocabulaire commun pour décrire les forces politiques en Europe et aux États-Unis. Les mots gauche, libéral, etc., ont un sens complètement différent dans les deux endroits. Bon. Mais pour parler en américain et pas en français, je parle des libéraux, parce qu'il n'y a pas de gauche pour l'instant, dans le sens européen, avec l'accent mis sur les relations économiques et la justice économique. Bernie Sanders représente une certaine gauche aux États-Unis et en fait, je l'admire, même si je le critique dans le livre, je l'admire parce qu'il a réussi de parler de solidarité pour les citoyens sans mettre l'accent sur les identités. Et il a réussi, pas chose facile, il a réussi à convaincre les jeunes de ne pas regarder seulement le portable, mais regarder autour d'eux. Et quand il a fait un discours, le grand public était là, les jeunes étaient là à bouche bée. Hein? Et c'était une chose extraordinaire à voir. Le problème avec Bernie Sanders, comme avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que leurs idées économiques remontent aux années 30 et n'ont pas évolué depuis, au même le 19e siècle. Donc, il faut une gauche, une vraie gauche aux États-Unis, mais avec les idées qui s'appliquent à notre situation économique actuelle, qui reconnaît le fait que nous avons une économie globale et ça ne va pas changer. On peut essayer de le contrôler, mais ça existera pour toujours. Donc, mais la dernière partie de votre question, c'était sur le Parti démocrate et ce qui se passe au niveau local. Et en fait, depuis la publication de mon livre, et surtout de mon article dans le New York Times, qui était le germe, merci, de ce livre, les choses ont changé dans le Parti démocrate parce que il y a des gens qui sont tellement si choqués par Trump qu'il y a des femmes de ménage, si on peut toujours utiliser ce mot, les gens des groupes très diverses en genre, au niveau racial et ethnique, qui veulent être candidats. Et ce qui est extraordinaire, à mon avis, et une bonne nouvelle, c'est que le programme n'est pas un programme identitaire. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes en tant que lesbiennes, en tant que afro-américains. Ils parlent des problèmes locaux et aussi de la corruption à Washington et des mœurs politiques à Washington et le fait, comme vous dites,
la corruption économique de nos élections. Donc, depuis 2 ans, les choses se sont améliorées. Il faut voir ce qui se passe en 2020. Dès qu'on a un candidat à la présidence, si ça va continuer comme ça. Mais je vois un peu de lumière. Oui, j'ai une question à propos justement de la gauche américaine et même des gauches occidentales en général. Est-ce qu'on n'a pas assisté au cours des années 70-80 à une forme de triomphe de la raison dans le discours de la gauche, en mettant de côté la question des passions? Et pour moi, vous l'exprimez quand vous parlez justement du fait qu'on a la gauche américaine qui rejoint les campus, et je crois qu'en Occident, en Europe aussi, on a eu ce mouvement. Et du coup, Trump est ici un peu le réveil de la passion en politique, et en fait nous rappelle aux gauches occidentales que la passion ne peut pas être chassée du politique, et que finalement Trump, comme vous dites, est une bonne nouvelle, dans le sens où la gauche est obligée d'inclure la question passionnelle dans son analyse. Vous avez complètement raison, et j'aurais dû écrire un chapitre dans mon livre là-dessus. Et oui, il y a toujours les passions. Il ne faut pas trop avoir raison en politique. Et il faut toujours avoir des doutes. Et ce qui manque, en fait, c'est l'art de la rhétorique. Parce que c'est la rhétorique qui fait le lien entre les idées et les passions. Et c'est la rhétorique qui peut calmer les passions, les canaliser, les utiliser pour les buts nobles en politique. Donc, nous avons une situation, vous avez complètement raison, aux États-Unis, avec une gauche qui veut faire la morale à tout le monde. Au lieu d'écouter, d'aller plus lentement, de poser les positions et les phrases un peu différemment. Donc, il nous faut, en fait, et je l'ai dit dans des autres entretiens, une rhétorique, une rhétorique républicaine aux États-Unis qui peut focaliser les patients sur le bien commun et sur notre projet démocratique. Non, vous avez fait un point très important. Oui, bonjour. Du coup, moi, j'avais une question. Je me lève? Non, c'est bon, je vais rester assis, je vois, monsieur. Du coup, c'était par rapport à votre intérêt pour l'avenir et le futur. Du coup, je vais essayer de vous poser une question sur ça. J'ai déjà eu un peu de mal à comprendre sur la façon dont vous parliez d'identité civile et sur exactement ce que englobait en gros cette notion d'identité civile, en sachant que c'est là où je comprends peut-être pas trop votre distinction entre identification et identité, c'est qu'en fait j'ai l'impression que vous l'englobez dans un processus général d'identification avec l'autre. Ce qui fait que pour avoir une identité civile, ce serait réussir à reconnaître que l'autre est autre et que je peux vivre dans un pays avec lui par un processus d'identification. J'ai l'impression que ce que vous avez dit. Mais du coup, ma question étant, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de cette identité civile? Est-ce un ensemble de droits, de devoirs, de responsabilités, ou plus une façon de faire et d'agir vis-à-vis de l'autre? C'est ma première question. Et du coup, ma deuxième question qui va complètement avec, c'est comment réussir à faire, en gros, intérioriser cette nouvelle identité civique au peuple américain, et particulièrement, du coup, à une société que j'ai l'impression que vous décrivez comme étant un peu fragmentée, déjà par des identités assez hermétiques l'une envers l'autre. Je n'ai pas de programme. Je voulais juste entamer une discussion à la fin de mon livre, parce que même le sujet n'existe pas chez nous. La notion d'identification civique, je dirais. Et donc, je voulais juste commencer à pousser
mes lecteurs à penser eux-mêmes de comment on pourrait organiser nos pensées, nos passions, nos convictions dans des termes civiques. Donc, je ne suis pas en position d'élaborer maintenant. Peut-être un jour, je vais écrire un livre là-dessus. Mais je veux répondre surtout à une partie de votre question. Où vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'il faut reconnaître l'altérité. Oui ou non? Oui, ok. Non, mais ce que je propose, c'est que même si je peux reconnaître au niveau de la société l'altérité de l'autre, il faut toujours avoir un lien politique où il n'y a pas de différence entre nous. Vous êtes citoyen, moi je suis citoyen. Et je n'ai pas besoin de plus d'informations sur vous. Si vous avez un problème avec la police, si vous avez un problème de santé, le fait que vous soyez citoyen est assez pour moi, pour savoir qu'il faut que nous agissons ensemble pour vous aider. Je veux faire renaître le mot « we », « nous », en anglais, parce que la façon de prononcer « we » aux États-Unis, c'est comme ça, « we ». Comme s'il n'y a pas de « we », il n'y a pas de « nous », vraiment. Parce que nous avons nos identités, l'intersectionnalité, en fait, tous les gens sont différents, etc., etc. Mais pour agir politiquement, il faut un nous. Un nous qui implique les droits et qui implique les devoirs surtout. Donc, j'aimerais, peut-être un jour, j'écrirai un livre avec mon nouveau ami ici sur un nouveau vocabulaire, une nouvelle rhétorique républicaine. Je ne sais pas, mais c'est un projet pour le futur, pour l'avenir. Oui, je voudrais vous citer un extrait d'un autre penseur américain décédé, hélas, en 1994, qui se revendiquait aussi d'une tradition civique, mais qui avait les mêmes conclusions que vous sur la radicalité des années 60, mais avec des conclusions plus nuancées sur ses bienfaits. C'est Christopher Lasch. Christopher Lasch, ah oui. Voilà ce qu'il disait. La méfiance de la part de la nouvelle gauche à l'égard d'une organisation sociale à grande échelle, son rejet du centralisme démocratique, sa défiance envers le leadership et la discipline de parti, sa foi dans les petits groupes, sa condamnation du pouvoir et des power trips, de la discipline de travail et de l'activité tournée vers un but en général, sa condamnation de la pensée linéaire, autant d'attitudes, source de tant d'éléments féconds dans la nouvelle gauche, et d'éléments futiles et contre-productifs qui procédaient de l'affirmation centrale selon laquelle notre politique commencera par les sentiments. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il ajoutait « Cela dit, malgré son anti-intellectualisme, son caractère infantile et son goût pour la destruction, elle aborde des questions que la tradition politique dominante ignore, les limites de la raison, les origines inconscientes du désir de domination, l'incarnation de ce désir dans la technologie industrielle, présentée comme le produit le plus noble de l'intelligence rationnelle. » Je pense qu'il avait une vision en fait beaucoup plus nuancée que vous sur les. Je pense qu'il disait la nouvelle gauche, cette gauche du personnel et politique, posait des véritables questions. Or, je pense que ce qu'on voit maintenant et ce qu'on voit avec l'élection de Trump et la défaite d'Hillary Clinton, parce que c'est plus une défaite d'Hillary Clinton qu'une victoire de Trump, c'est l'incapacité d'une
gauche fascinée par les organisations à grande échelle, par le pouvoir du gouvernement fédéral, précisément de répondre à cette question et de retrouver un élan civique. Oui, non, c'est le moment Christopher Lasch en France. Surtout les jeunes de droite autour de limites et l'incorrect, ils ne peuvent pas passer une soirée sans mentionner Christopher Lasch. Mais Lasch a écrit son livre dans les années 70, je crois, non? Là, le mot assiégé, c'est un livre de 83. 83, oui. Oui. La révolte des élites, c'est 84. Non, il a beaucoup vu de vrai, mais Christopher Lasch était un homme nostalgique. Une nostalgie pour les communautés, une nostalgie pour une certaine famille qui existe toujours, mais ce n'est pas le seul modèle de nos familles aujourd'hui. Et je connais beaucoup de ces étudiants qui ont le même profil à gauche, avec une clarté sur la gauche, mais avec une nostalgie. Et donc, ils sont incapables de penser la politique dans le sens des programmes, de comment va-t-on organiser les élections, etc. Les questions de pouvoir. Non, j'aimais beaucoup Christopher Lasch à l'époque, mais je ne l'aime plus, la nostalgie politique. Oui. Alors, dans un instant, moi, je voulais juste en profiter peut-être pour prolonger cette question, pour vous demander justement vers quels penseurs ou quelles seraient les références pour vous dans la pensée politique. Où est-ce qu'on peut, aujourd'hui, au plan théorique, un peu aller chercher des ressources pour reconstruire la gauche? Je peux vous donner le catéchisme républicain ici en France. Vous connaissez tous les auteurs. Aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. Mais chez nous, je ferais la suggestion de relire les progressistes au début du XXe siècle. Donc, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, surtout Roosevelt, Herbert Croly. Il y avait des progressistes au début du XXe siècle qui voulaient réformer le gouvernement, qui voulaient protéger les gens contre la pauvreté et voulaient en même temps avoir un sens une passion pour le projet américain, le projet politique américain. Et donc, j'ai lu pour la première fois, je dois le dire, les discours de Teddy Roosevelt l'année dernière, avec une actualité extraordinaire. On peut être en même temps républicain et à gauche, mais progressiste, je dirais, avec une vision d'une nation qui se réunit pour un grand projet politique. Mais en ce moment, je ne peux pas penser à personne. Oui, vous avez parlé de façon tout à fait intéressante de rhétorique, de l'importance de la rhétorique, de l'importance de capacité d'écoute de l'autre camp politique. Et vous avez mis l'accent sur la nécessité de penser le bien commun. Mais quelles sont les prémices de cette réflexion nouvelle qu'on doit faire sur le bien commun dans la société américaine? Et est-ce que l'une des prémices fondamentales
à une époque de brutalisation du discours politique, bien incarné par Trump, mais d'autres aussi, à une époque où on manie d'abord l'insulte plutôt que la recherche d'un consensus. Est-ce que l'un des prémices, ce ne serait pas la civilité? C'est une des choses qui manque aujourd'hui à la politique américaine. Et on le voit avec les débats de Kavanaugh. Il y a des façons brutales de parler de harcèlement sexuel et des façons plus modérées d'aborder le sujet. Et si on n'a pas comme prérequis, dans le fond, une civilité, une rhétorique de la civilité qui fait qu'il y aura un dialogue, on va écouter l'autre et donc progresser pour penser le bien commun, on n'aboutira à rien. Or, les nouveaux médias d'aujourd'hui aux États-Unis n'encouragent pas cette civilité, renforcent plutôt la brutalisation du discours politique qui est tellement frappante avec l'élection de Trump. Oui, c'est un moment très révélateur sur le caractère de mon pays. Un de ces jours, je vais écrire un livre sur l'Américain qui s'appellera le brut sentimental. C'est un pays à la fois très brutal et à la fois très sentimental. Et dans les hearings pour le juge Kavanaugh, on voit tous les deux. On voit la sentimentalité des femmes avec leurs histoires vraies et de l'autre côté, la brutalité des hommes qui sont là. Et il nous manque la civilité, mais comme historien des États-Unis, vous savez que la civilité n'était jamais notre fort. Si on pense au 19e siècle, les débats, même les gens qui ont frappé la tête de leurs adversaires au Congrès, c'était un moment extraordinaire. Mais c'est vrai que ça nous manque. Je ne vois pas vraiment le lien entre la civilité et le bien commun. Peut-être que vous pourriez m'expliquer ça. Mais sur le plan du bien commun, il faut commencer avec les faits. Il y a un bien commun. Ce n'est pas un idéal, ça existe. Par exemple, nous avons un bien commun de défendre les États-Unis et les intérêts des États-Unis. C'est un bien commun. Et la grande réussite d'Obama est qu'il a mis en place un système d'assurance de santé avec un discours sur le bien commun. Parce qu'en fait, tout le monde, presque tout le monde aux États-Unis peut raconter des histoires terribles à propos de l'assurance, les hôpitaux, etc. Donc, il faut commencer avec la réalité. Il y a, je parle un peu comme Rousseau maintenant, il y a un bien commun, mais il faut le découvrir. Et j'ai un peu l'impression que, surtout parce que le système Obamacare aux États-Unis est très populaire maintenant. On ne va pas marcher en arrière, et c'est très bien. Et si on parle comme ça de bien commun, j'ai l'impression qu'on pourrait gagner en politique, mais voilà. Il y a différentes choses qui me viennent à l'esprit. Et d'abord, quand on parle des identités, dans ce sens, c'est des identités nationales de quelque façon. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'abord une erreur, ou qu'on vit de quelque façon, on se trompe dans l'identité, parce que l'identité, je vais reformuler, je suis désolé, parce que ça me fait un petit peu. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez dit déjà, vous avez touché l'identité, c'est quelque chose qui est dans notre intérieur,
Donc, dans le moment que c'est une identité nationale, l'identité collective créée par un groupe qui est représenté par l'État, c'est la masse, de quelque façon, elle est aliénée. C'est une identité fictionnelle, cette identité nationale. Donc, dans l'esprit états-unien, il y a déjà là une petite erreur de mots, parce que c'est états-unien, ce n'est pas américain. Et là, il y a déjà un grand problème, parce que pour nous, dans l'Amérique latine, c'est très important, Trump, parce qu'il est venu à réveiller notre identité. Cet réveil de l'Amérique latine, que Pablo Neruda, il parlait déjà de cet réveil. Il disait, quand l'Amérique latine réveille, la planète il va trembler. Et moi, je considère qu'on est déjà dans ce moment dans lequel la planète tremble. Et si on peut aller, comme vous disiez, ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle société. On peut parler maintenant. Ce n'est pas possible de parler d'améliorer une nation dans une réalité complètement globale. Parce que maintenant, la mondialisation, ce n'est pas en théorie, c'est en réalité. On ne peut pas parler des États-Unis. Si à la fin, c'est les États-Unis qui ont accompli cette mondialisation commencée par l'Espagne. Et que de quelque façon aussi, avec toutes les interventions des États-Unis dans le monde espagnol, c'était fragmenté. C'est que c'était à nous. C'est quoi votre question? Mon question, désolé, c'est vrai. Bref, est-ce que vous ne considérez pas que dans l'identité états-unienne, il y a une erreur de perspective? C'est-à-dire qu'il y a une aliénation de l'individualité. Même quand si on réfléchit de chaque jour dans l'école, vous répétez les jugements à la patrie, il y a un parti de l'inconscient colonisé. Les premières victimes de l'État états-unien, c'est les États-Uniens. C'est l'individu. Désolé, je parlais juste comme ça. Je ne suis pas sûr. Non, je suis sûr que je n'avais pas compris complètement votre question, mais je crois comprendre d'où vous venez avec cette question. Et ça, c'est que les identités nationales, par exemple, cachent le fait qu'il y a des gens qui ne font pas partie de la vie de la nation. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais les choses... l'imaginaire est aussi réel. Parce que l'imagination inspire les actions. Donc l'imaginaire politique est aussi réel que les forces économiques dans la politique. Et c'est pour ça que si on met l'accent sur notre lien civique, nous avons une façon d'accueillir et aider les gens qui sont en fait des citoyens comme les autres, mais qui ne sont pas traités en tant que tels. Donc c'est un outil pour la justice, à mon avis. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup, Marc Lilla. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'était un bon mot de la fin, je crois. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce livre, donc La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, qui paraît chez Stock ces jours-ci, et de l'avoir fait, je le redis, dans un français impeccable qui nous fait honneur. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes trop généreux.